I'm weird. I'm a weirdo. Au revoir. Pigeon Pigeon That's weird. Ah mais c'est pas possible en fait. Ok, donc mon sujet de thèse pour ce soir, c'est une figure complexe de la révolte, la Catgirl. Je passe le titre de l'épisode 1. Pour commencer, du coup, faut savoir que au Japon, les Catgirls s'appellent Nekomimi, donc littéralement traduit oreille de chat, qui est un sous-groupe de la famille des oreilles animaux, qui sont les Kemonomimi. Alors, très rapidement, on va remonter à ce qui est considéré comme étant le premier film d'animation japonaise commercialisé, du moins. L'histoire du concierge de Mikuzo Imokawa, publié du coup en 1917. Et très vite, on voit qu'à cette même période, dans la culture nippone, vont un peu fleurir partout nos chères Catgirls. Alors du coup, d'abord dans la littérature jeunesse, il va y avoir Kenji Miyazawa qui dans plusieurs de ses nouvelles va en mettre en fait. Ces fictions sont surtout axées sur le positionnement de l'homme face à la nature en fait. Et on suppose que c'est pour ça qu'il aura mis des oreilles de chat. La première œuvre qu'il fait avec une Catgirl, c'est Le 4 du mois de Narcisse. Donc c'est la petite fille qu'on voit sur la couverture, sauf qu'elle a un châle qui cache ses oreilles majestueuses. Sa nouvelle qui sera la plus populaire sera adaptée en 1985 du coup, Night on Galactic Railway par Gizaburo Sugii. Donc voilà. On voit déjà un certain ancrage de la Catgirl dans la cause environnementale. Ensuite, un anime qui brille par le fait qu'il n'a pas été publié, Osama no Shippo de Mitsuyo Seo. Alors, Mitsuyo Seo, c'est quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'animés, mais qui était extrêmement militant. Il était très engagé auprès du Parti communiste japonais et aussi des mouvements anti-guerre. Et on suppose en fait que le film n'a pas été publié pour des raisons d'engagement, vu qu'il aurait été considéré comme étant trop pro-révolutionnaire en fait. Donc c'est pas à proprement parler une des premières œuvres dépictant une Catgirl, mais plutôt Fox bourgeois, parce que comme on peut le voir, un aristocrate présentant des oreilles de renard. Top, 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 top. Petit fast-forward à Kitaro le repoussant et du coup Gegege no Kitaro, adapté par Isao Takahata. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être vu qu'il a beaucoup travaillé avec Miyazaki, notamment sur le tombeau des Lucioles. Et ce qui est intéressant avec le personnage de Neko Musume, c'est qu'elle arrive à un moment où l'archétype de la Catgirl est pas encore fixé. Donc même si elle n'a pas l'apparence classique de la Catgirl, vu qu'elle a un comportement félin, qu'elle renverse tout et qu'elle est très chaotique, elle est considérée comme étant une des proto-Catgirls. Top, top, top. Et pareil, Isao Takahata, qui était lui aussi membre du Parti communiste japonais. Donc on commence à avoir un certain pattern, mine de rien. Ensuite, on passe à The Star of Cotton Lawn de Yumiko Oshima, qui est donc une mangakate, sans mauvais jeu de mots, mangakate, publiée de 1978 à 87 en fait, et c'est considéré comme étant le tournant le plus contemporain de la Catgirl, vu qu'on va lui donner vraiment son apparence un peu shoujo, un peu mignonne. Le plot de l'histoire, en fait, c'est que c'est une enfant chat qui se prend pour une enfant humaine, malgré le décalage avec son comportement. Et du coup, ça laisse à plein de gags et à plein de choses mignonnes. Enfin, Osamu Tezuka nous propose en 84 un revival du mythe de la créature de Frankenstein, mais de façon furie,
En gros, le plot de Baggy, The Monster of Mighty Nature, c'est que la mère du héros va offrir au héros, quand il est enfant, un chat génétiquement modifié qui va assez rapidement s'enfuir parce que le chat comprend qu'il est intelligent et qu'il marche sur deux pattes. Et du coup, il y a une ellipse de 15 ans. Et dans le futur, du coup, le héros va être contacté pour chasser son ancien chat domestique. Et on arrive vraiment dans un tournant très sexualisant de la Catgirl, parce qu'on peut voir du coup une scène où la Catgirl dort avec le héros. Top, 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 top. Toujours dans cette affirmation de la Catgirl sexualisée, il y a donc, je sais pas comment on dit, je vais dire Toei, je sais pas, adapté par Iso Hashimoto. La raison pour laquelle j'ai choisi Toei de Iso Hashimoto, c'est que c'est le trope très sexualisant du Born Pretty Yesterday, que le personnage de Nya est à la fois l'animal de compagnie et la petite copine et la protégée du protagoniste. Et en gros, elle passe sa vie dans l'appart et elle s'habille comme le protagoniste. Et du coup, c'est un peu chelou parce que c'est à la fois son animal de compagnie et sa copine. Et du coup, on sent que on quitte le milieu communiste pour entrer vers le côté sexualisant de plus en plus. Du coup, j'ai voulu les compiler un peu pour pas trop vous estimer. Outlanders de Joji Manabe et Dominion de Mazume Shiro. Du coup, on a du coup 3 Catgirls qui sont beaucoup plus inscrites dans le côté guerrière rebelle. Et un truc que je voulais noter en fait, c'est que surtout à l'époque, le principal prisme de diffusion des Catgirls en Occident, c'était par les animés. Et le truc qui était un peu dommage, c'est qu'on peut voir à chaque fois que les animés ont une charte graphique qui lisse un peu toutes les aspérités des Catgirls, et on a l'impression que c'est juste sorti de n'importe quel truc etchi un peu à l'arrache. Notamment pour elles qui sont un peu badass et qui là sont genre juste avec leurs sous-vêtements, du coup c'est un peu triste, elles ont perdu leur moto, on leur a enlevé leur permis. Et aussi un truc, c'est que Dominion, c'est le premier animé très largement diffusé aux USA avec des Catgirls. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que va y avoir une influence du marché américain sur la façon dont les mangaka et les animés sont conçus pour le marché occidental aussi. Alors, je voulais aussi faire un petit flashback dans le passé pour comment ça se fait en fait que les Catgirls soient aussi présentes dans la culture nippone. En fait, il faut savoir que un des principaux des artistes de la période ukiyo-e, du coup, qui s'appelle Kuniyoshi, a fait beaucoup d'estampes qui tournent autour de ça. Son œuvre principale, en fait, le plot, c'est un chat vampire qui profite et qui assassine en fait un des courtisans de la cour, un peu redondant mais bon, et qui va se faire passer par lui pour absorber l'énergie vitale des autres membres de la cour. Et il va faire beaucoup d'estampes représentant les chats en tant que nobles et dans des activités diverses de la vie des humains. Hop là, donc c'est un terreau un peu fertile aux Catgirls qu'il y avait au Japon. Et du coup, partie 2, la grande renonciation masculine, un concept du sociologue de la mode Jean-Carl Flugel, où la Révolution française a pavé le chemin vers nos Catgirls modernes. En fait, du coup, il faut savoir que le concept de la grande renonciation masculine, en fait, c'est le phénomène qu'on utilise pour expliquer le schisme vraiment qui s'est opéré à partir de la Révolution française entre l'homme et la femme. Alors du coup là forcément je précise, je vais parler de représentation de mode des dominants, mais bon, on peut voir du coup que à l'époque de notre cher Louis XIV, les codes de la masculinité étaient extrêmement différents, et on peut voir qu'avec sa femme il y avait au final pas tant de différence que ça dans le registre des tenues. Et on peut noter aussi d'ailleurs ces très beaux talons, et je tiens à dire au passage que les talons hauts, et en fait ça vient de Turquie. Et c'était utilisé par les cavaliers archers turcs en fait pour tenir sur leurs étriers. Et au tout début en fait, quand c'est arrivé en Occident, c'était un élément de la gamme purement masculine. Et assez rapidement ça a glissé vers le féminin, mais voilà.
Et en fait, du coup, ce qui se passe avec la Révolution française, c'est que toute une partie, que tous nos citoyens, ou plutôt une partie de nos citoyens, vont gagner le droit de vote. Et du coup, on va changer de paradigme. On passe vers des valeurs voulues objectives, scientifiques et très utilitaires. Et du coup, les hommes vont principalement renoncer à l'habit pas pratique et de symbolique que les nobles et les bourgeois avaient jusqu'à là, et aussi le clergé d'ailleurs, et vont choisir des uniformes purement utilitaires, assez épurés et pratiques, et aussi peu chers, et qui ont été propulsés par l'industrialisation. Dans notre temps, en fait, les femmes, elles voudraient bien aussi accéder à ces droits sociaux, mais en fait, elles ont pas le droit. Donc, elles se trouvent à la fois coincées dans une catégorie qui va être considérée la catégorie de la sentimentalité, et en plus c'était une catégorie des apparences qui va être de plus en plus dévaluée. Du coup, c'est un peu double peine pour la gente féminine. Donc on peut voir en fait, l'idée en fait était de montrer que en un siècle et demi, la garde-robe de nos dirigeants français a beaucoup évolué, alors qu'au final, celle des femmes elle reste toujours aussi complexe et élaborée. Un petit diagramme pour montrer aussi que le registre de forme et de couleurs n'ont pas du tout les mêmes rythmes de changement, parce que globalement, il n'y a vraiment pas tant de différence de 1800 à 1894. Dans la coupe et les formes, il y a une certaine homogénéité chez l'homme, vu qu'on est vraiment dans ce registre de la praticité, alors que chez les femmes, on a, en termes de métrage tissu, c'est encore extrêmement peu pratique et assez douloureux d'ailleurs. Et donc, pourquoi en fait je dis que c'est ce fait qui a pavé le chemin vers la Catgirl en Occident, vu qu'en fait, à l'origine, la Catgirl au Japon, c'était une figure qui était extrêmement diverse. Finalement, à partir du moment où elle a été diffusée en Occident, notamment en Amérique, par le prisme de notre société sexiste, en fait, on a eu des retours et on a influencé nous-mêmes les Catgirls que le Japon allait produire en fait. Et donc au final, la Catgirl, c'est un élément folklorique nippon qui est extrêmement lucratif dans un contexte capitaliste sexiste. Et enfin, parce que je ne savais pas exactement comment conclure, et j'aimerais bien dire qu'il faudrait une deuxième partie pour un exposé et s'intéresser entre les liens de la Catgirl et des politiques, vu que on connaît un certain lien entre le milieu trans et les Catgirls, et aussi il y a eu beaucoup de débats là-dessus, vu que par exemple le mot Catgirl est banni du subreddit communiste américain, et du coup ça demanderait toute une deuxième vidéo, mais je voulais juste l'aborder brièvement à la fin. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. C'était extrêmement chaotique. Voilà, bisous.